partielle dans le département de Mandjindolo. Nous allons regarder tout cela en images avec Max Olivier Oba et Ntame Yogo. Les membres de la Commission électorale nationale autonome et permanente pour le compte du département de Ndolo ont tour à tour lu la formule du serment prévue pour la circonstance. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurais pris part dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Il faut souligner qu'après la nomination de Jean-François Ndongo au poste de président du Conseil national de la communication, son siège des députés de Ndolo devenait ipso facto vacant, eu égard au régime d'incompatibilité lié à la fonction de président du CNC. Parmi les membres qui prêtaient serment, il y avait aussi ceux de la commission départementale Mimongo et Lebamba, où les élections locales avaient été annulées. Recevant le serment de tous ces commissaires, le juge Hervé Moutinga, doyen de la Cour constitutionnelle, a eu ces mots. La Cour constitutionnelle vient de recevoir votre serment. Au nom de Madame le Président de la Cour constitutionnelle, qu'il me soit permis de vous rappeler que ce serment symbolise votre disponibilité, votre détermination et votre capacité à œuvrer pour la sincérité du scrutin. Il vous revient, chacun à ce qui le concerne, de respecter scrupuleusement les textes législatifs et réglementaires régissant les élections politiques dans notre pays. La loi électorale et les différents textes qui s'y rattachent constituent votre bréviaire. A précisé enfin que la reprise des élections dans ces différentes localités aura lieu le 21 juin prochain. Parlons à présent du président du Parlement de la CEMAC, Vincent Mavungu Bouyou, qui était ce matin au palais Léomba, où il a été reçu en audience par le président de l'institution, Ginzu Bandama. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur la dernière session du Parlement communautaire. Nicolas Monsard, Tim Boulengue, Le Point. Le rapport de la dernière session du Parlement de la CEMAC a constitué l'essentiel de l'entretien ce jeudi 9 mai 2014 entre le président du Parlement communautaire Vincent Mavungu Bouyou et le président de l'Assemblée nationale M. Ginzu Bandama. Le dossier des travaux de la session de février-mars transmis au chef de la représentation nationale porte sur le réaménagement des mécanismes de fonctionnement dans le cadre de l'institution avec une rélecture du règlement du Parlement de la CEMAC. Le Parlement de la CEMAC s'est engagé intramuros dans un travail de réflexion et de redéploiement, non seulement de ces ressources humaines, mais des mécanismes de fonctionnement interne et des relations avec les différents organes, institutions et institutions spécialisées de la communauté. Donc c'était un point important. Toujours dans la même lancée, au niveau du Parlement de la CEMAC, nous nous sommes engagés dans un véritable processus de renforcement des capacités. S'il est vrai qu'il n'y a pas de Parlement sans les députés, il faut le dire, le réaffirmer et insister pour dire que dans un Parlement, l'administration joue un rôle important parce qu'il est en amont et en aval du processus d'élaboration des textes dans le cadre d'un Parlement. Au cours de cette entrevue, Vincent Mavungu Bouyou, à la suite de sa rencontre avec le président de la République, n'a pas manqué de revenir avec M. Ginzu Bandama sur l'engagement pris par le bureau du Parlement de la CEMAC d'initier une mission d'information sur la RCA. Une initiative saluée par le président de l'Assemblée nationale, M. Ginzu Bandama, ce d'autant plus que le Parlement gabonais soucieux de cette question avait récemment auditionné les ministres gabonais de la Défense et des Affaires étrangères pour des éclairages sur la situation dans ce pays frère. Nous restons au Palais Léomba pour parler cette fois-ci de la proposition de loi sur les mécanismes et principes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel. À cet effet, l'honorable Angéline Goma a été auditionnée par ses pairs de la commission des lois. Compte rendu, Judas Flore Rodembe, Tim Boulengue.
Réunis à la faveur d'une audition sous l'impulsion de la commission des lois présidée par l'honorable Barnabé Indoumou Mambungu, les honorables députés ont axé leurs travaux sur la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Une loi initiée par l'honorable Angélique Ngoma. Considéré à tort ou à raison comme une affaire de femmes, le phénomène cause de nombreux dégâts dans notre société. Par conséquent, il doit être dénoncé et surtout endigué à travers des dispositions légales. Nous avons pu constater que le Gabon n'a pas encore légiféré en la matière et qu'il nous fallait donc prendre en notre qualité de représentants du peuple, à l'écoute des populations, prendre un certain nombre de dispositions dans des textes législatifs qui permettraient bien évidemment aux autorités compétentes, que ce soit dans le secteur privé, le secteur public, d'avoir bien évidemment maintenant un référentiel pour permettre de lutter contre le harcèlement en milieu professionnel. Il faut dire que cette proposition de loi interpelle tous les comportements parce qu'il ne s'agit pas d'un texte sexiste. On peut penser que ça rentre dans le cadre uniquement de la protection des droits de la femme, mais il s'agit plutôt du respect des droits de l'homme d'une manière générale, parce qu'en matière d'harcèlement en milieu professionnel, autant les femmes, certes à majorité, mais les hommes aussi sont concernés par ce fléau où on peut parler de maladies pernicieuses qui causent des dégâts. Autant dans le milieu familial, on a des dégâts moraux, des dégâts psychologiques et la conséquence de fois est bien évidemment la perte de l'emploi. Au cours de cette audition, les honorables députés ont félicité leurs collègues pour cette initiative, car ce projet de loi vient renforcer le vide juridique causé par l'absence d'un cadre formel. Soucieux de donner un nouvel espoir de vie aux personnes victimes de harcèlement sexuel, les élus du peuple ont promis approfondir l'examen de la dite loi afin qu'elle ne souffre d'aucune carence. On quitte l'Assemblée nationale avec cette note. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés, membres du bureau, qu'une réunion de cette instance se tiendra le lundi 12 mai 2014 à 10 h dans la salle Mwango Matima du Palais Léomba. Et puis, aide d'extérieur, on parle de cette 7e réunion du comité conjoint d'orientation stratégique présidé par le chef du gouvernement entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la coordination de l'aide extérieure. La 3e revue de la dite aide et les engagements de Busan, tout comme les préoccupations locales, ont alimenté les échanges. Le compte rendu Alex Léoubi, Ledenji, Alain Serge et Yéné. 2 points majeurs étaient à l'ordre du jour. D'abord, les engagements de Busan au Mexique lors de la toute première réunion de haut niveau du partenariat mondial de coopération efficace au service du développement. Réunion à laquelle une forte délégation gabonaise composée de parlementaires et de représentants de la société civile a participé. Busan, point de lancement d'une nouvelle orientation, le passage de l'aide publique au développement à la coopération efficace avec une meilleure visibilité, entre autres l'inscription souhaitée du volume réel d'aide dans les lois des finances, le renforcement de la fiscalité et la mobilisation des ressources intérieures. Les engagements de Busan qui n'ont pas exclu que les partenaires techniques évoquent au plan local la question des résultats du recensement général de la population et de l'habitat, la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. En me référant à vos 100 premiers jours à la tête du gouvernement, je voudrais tout d'abord vous présenter nos plus vives félicitations pour les pas encourageants que vous et votre équipe avez accomplis sur le chemin de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent et sur celui de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. En effet, les assises sociales, organisées le mois dernier par votre gouvernement, sous la forte impulsion de Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous ont convaincus de votre détermination à mettre en place un système social plus équitable et plus inclusif. Les mesures que vous avez également prises pour assainir la gestion des finances publiques et poursuivre les réformes administratives sont à saluer et à encourager. Nous tenons à vous réaffirmer notre engagement à accompagner le Gabon dans la mise en œuvre d'un cadre pour un plus grand bien-être social, prenant en compte l'équité du genre, l'éradication de la discrimination et la participation de tous. C'est essentiellement dans cette direction que nous invite le Partenariat mondial pour l'efficacité du développement et l'agenda mondial du développement post-2015.
Ouvrant les travaux, le chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a plutôt insisté avant les débats sur le deuxième point du comité conjoint, la troisième revue de l'aide publique au développement avec ses implications probables dans la mise en œuvre des programmes sociaux. À l'occasion de 2 précédentes réunions, nous avons pris un certain nombre de résolutions visant à rendre plus efficaces les interventions des bailleurs de fonds dans le financement du développement du pays, la révision du processus d'encadrement juridique des projets cofinancés, l'allègement des délais de ratification des conventions de financement, l'amélioration de l'appropriation des mécanismes de gestion de l'aide, l'identification des facteurs explicatifs du faible taux de décaissement et enfin le renforcement de l'organisation du système d'information piloté par la cellule de coordination. Une évaluation rapide de leur mise en œuvre nous donne des résultats mitigés. Nous constatons en effet qu'il y a encore des boulots d'étranglement dans le processus de ratification des conventions de financement et une persistance de la faiblesse du taux de décaissement. Comme vous le savez, le gouvernement que je dirige a été instruit par le président de la République chef de l'État à mettre en œuvre sans délai le pacte social, tout en accélérant le processus de création de richesses et en assurant une meilleure répartition des fruits de la croissance. Vos concours et vos contributions multiformes sont les bienvenus. Par l'efficacité de vos opérations, par une aide plus inclusive, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs que le gouvernement s'est fixés dans la stratégie de l'unité et l'exclusion sociale. Je déclare ouverts les travaux de la 7e réunion du comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation. Des travaux qui se sont poursuivis par des échanges matérialisant le dialogue politique entre le gouvernement gabonais et les partenaires techniques au développement. Voilà, et puis l'autre temps fort de cette rencontre, gouvernement, partenaires sociaux, techniques et financiers, a été marqué par 2 exposés débats sur les engagements et la mise en œuvre de l'accord de partenariat de Busan. Autour du Premier ministre, les membres du gouvernement et ceux du corps diplomatique ont été édifiés. D'autres précisions avec Claudette et Oerichon, Olivier Antonio Diban. De Busan aux orientations de Mexico, premier thème présenté par Marie-Evelyne Petrus-Barry, coordonnateur résident des Nations Unies au Gabon. Cette communication de portée historique, scientifique et prospective a amené l'assistance à mieux comprendre les enjeux de cet accord de partenariat Nord-Sud et Sud-Sud qui prend ses origines à Paris en 2005 dans la déclaration sur l'efficacité de l'aide. 6 années plus tard, la vision sur l'efficacité de développement devient mondiale. Le partenariat de Busan, ville coréenne, encourage ainsi les gouvernements à renforcer l'inclusivité et le développement durable. Un nouveau tournant pour tous les pays dont le Gabon, qu'a évoqué dans la 2e présentation par le conseiller économique du Premier ministre Simolin Ondometo. Des échanges fructueux et constructifs qui ont suivi ces 2 exposés ont permis au professeur Daniel Onaondo d'insister sur l'implication de tous les acteurs, gage d'une meilleure orientation des politiques sociales. Le cas de concertation entre le gouvernement, la société civile, le Parlement, c'est là l'inclusivité des processus que nous sommes en train de mettre en place. Je crois que nous, en ce qui concerne le gouvernement, nous sommes entièrement d'accord. Et nous avons vu avec nos amis marocains qui ont mis beaucoup d'accent sur la lutte contre la pauvreté, il m'est revenu une chose, c'est que quand vous avez des programmes que vous imposez aux populations, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut aller aux populations, savoir ce qu'elles veulent. Et ce n'est qu'après que vous mettez en musique, c'est-à-dire à la limite ce qu'on appelle les préférences révélées. C'est à ce moment-là que vous pouvez mettre en musique ce qu'elles veulent. Si vous venez avec un projet, vous le plaquez d'abord. Vous le plaquez. Moi, je fais la politique depuis un moment. Quand vous faites une école, s'ils n'ont pas l'accord de votre école, mais l'école est vide. Mais si vous allez demander ce que ces hommes et ces femmes veulent, nécessairement, alors à ce moment-là, ils participent à l'effort. Moi, j'ai vu des amis qui ont distribué des médicaments. Les médicaments ont été périmés parce qu'on a dit de toute façon, c'est des médicaments qui ne sont pas bons, on ne va pas les consommer. Donc, les populations ne sont pas concernées. Je crois que l'effort d'inclusion est tout à fait indispensable. Si nous voulons que les politiques que nous mettons en place aient un impact sur les populations, il faut que les populations participent.
Paris 2005, Busan 2011 et Mexico 2014, la gestion de l'aide publique au développement constitue un véritable enjeu de bonne gouvernance. Voilà, et puis contrairement à ce qui avait été annoncé par certains de nos confrères, les travaux de construction de l'usine pilote de Mabobine n'ont pas démarré. Le démenti a été apporté par le ministre des Mines, Régis Simongo, qui revient également sur l'état global actuel des travaux de ce projet. Il est au micro de Jean-Pierre Moussoami. Nous l'écoutons. Mais en ce qui concerne, bon, je préfère avoir me positionner en ce qui concerne l'usine pilote. Parce que l'usine commerciale, c'est après. Maintenant, par rapport à une échelle de 100, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes à une situation de 60. Parce que les 100, c'est quand l'usine pilote sera opérationnelle et que tout marchera normalement. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'asseoir du moins les fondements du fonctionnement de cette usine pilote. Donc ça avance normalement. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, dans la perspective de la création de nouvelles entités au sein de l'Université des sciences et de la santé de Libreville, le ministre de l'Enseignement supérieur, Pacom Mobele Moubeya, est allé visiter l'existant, mais également l'ancien hôpital de la pédiatrie au Vendo. Là-bas, il a donc constaté ce qui va se faire pour cette grande université. Le reportage, Edgar Zembidoukaga, Victor Mundunga. Des 25 actions du programme de travail ministériel mars-décembre 2014, tirées des 4 programmes, un cadre juridique et 3 plans sectoriels d'éducation du plan stratégique Gabon émergent, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pacom Mobele Moubeya, porte actuellement les projets prioritaires d'ouverture de nouvelles facultés au sein de l'Université des sciences de la santé. Il s'agira donc d'avoir une faculté de pharmacie, une faculté d'odontostomatologie, et un institut de biologie et une faculté de soins infirmiers et sages-femmes. Pour qu'une institution s'érige en université, il faut plusieurs établissements. Donc c'est avec ce souci-là que M. le ministre est venu visiter l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Ces nouvelles facultés vont siéger dans ces locaux de l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovendo, visité par le ministre, son cabinet, le rectorat et l'élection générale de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des œuvres universitaires, en présence de la société VAMED, dont les responsables voulaient absolument cerner les besoins d'adaptation des structures. Je pense que M. Gentil doit comprendre effectivement quelles sont les structures et quel type de structures vont être mis dans cet bâtiment. Ces travaux de rénovation des bâtiments de l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovendo, les logements y compris, le ministre Pacom Mobele Moubeya les veut très vite et adaptés aux caractéristiques modernes des structures actuellement en construction. Lorsque nous voyons le CHU actuel d'Ovendo, qui a toutes les caractéristiques d'un CHU moderne, il faut que les structures avoisinantes aient, disons, les mêmes caractéristiques, sinon il y aura un peu de problème d'harmonie. La proximité entre l'Université des sciences de la santé, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, actuellement en construction derrière moi, et la future faculté de pharmacie que va abriter l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovendo, suscite chez les autorités en charge du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique un rêve de voir bâti ici un complexe hospitalier universitaire. Ici à Ovendo, Edgar Djembidoukaga et Victor Mundunga. Merci Edgar pour ces précisions. Par la présence du syndicat national des agents permanents des universités gabonaises de la recherche et des établissements d'enseignement supérieur qui étaient réunis récemment pour une déclaration. On retient donc de cette déclaration qu'ils se félicitent du contrat signé entre le CNU et la société Sodexo, contrat qui a vivement permis l'amélioration des conditions de vie dans nos universités et grandes écoles. Le compte rendu pour l'Insiaki Ahmed Ndungu. Constatant que le mouvement d'humeur déclenché par une frange des travailleurs du CNU sous l'égide d'une autre entité syndicale dénommée SINAPUJEC n'a jamais fait l'objet de consultations préalables de l'ensemble des travailleurs ni des autres syndicats. Constatant également que ce mouvement d'humeur est caractérisé par des voies de fait, voire les structures du CNU scellées, empêchant ainsi aux autres travailleurs
l'accès à leurs postes de travail respectifs. Rappelons à cet effet que les adhérents du SINAPUGRES ne sont pas concernés par cette grève qui ne dit pas son nom. Reconnaissant la volonté politique du gouvernement de la République et des autorités universitaires à privilégier le dialogue social entre les partenaires sociaux pour la résolution des conflits collectifs d'une part et d'améliorer les conditions de travail et de vie des agents de notre secteur d'autre part. Réitérons nos félicitations aux institutions de la République qui ont mis en exécution et à notre grande satisfaction les actes issus du Forum des partenariats publics privés pour une gouvernance universitaire innovante tenu le 20 au 23 juin 2011. La mise en place de la contractualisation gouvernement, Sodexo, le personnel du CENU et Sodexo qui aujourd'hui porte ses fruits, tels que le relèvement substantif des salaires et autres avantages sociaux, assurance maladie et assistance financière. La prestation offerte en qualité et en quantité par Sodexo de 12 000 repas jour contre 3 000 repas environ offerts par le CENU en son temps. Les recettes liées à l'ensemble des étudiants sont versées au bénéfice du CENU pour la période du juillet 2013 à mars 2014. 179 millions constituent la preuve irréfutable des avancées significatives que nous saluons. Belle photo de famille. Et puis, l'école polytechnique de Massoukou communique que le concours d'entrée à la filière diagnostic et intervention sur équipement et système DIES de l'école polytechnique de Massoukou aura lieu le mardi 3 juin 2014 dans les centres suivants. Libreville, lycée technique national Omar Bongo, Port-Gentil, lycée technique Jean-Fidèle Otando, Mwanda, lycée technique Fulbert Bongota. Le syndicat des agents de la KESTAB, les agents donc de ce syndicat ont présenté leurs excuses officielles à la tutelle pour cause le dépôt de tracts contre la tutelle et un préavis de grève. Allons découvrir les contours de cette histoire rocambolesque de la KESTAB avec Elvire Tari et Victor Mundunga. Il y a quelques jours, le syndicat des agents de la KESTAB, la Caisse de stabilisation et de péréquation, déposait un préavis de grève sur la table de sa tutelle. À la suite, plusieurs événements malencontreux sont suivis. Événements, il faut le dire, qui portaient atteinte à la personnalité du directeur général de la structure. Aujourd'hui, le syndicat qui se considère comme une force de proposition a tenu à dissiper le malentendu. Certaines personnes mal intentionnées se sont illustrées par la diffusion d'un fameux tract, ce qui a porté atteinte à votre personnalité, à votre vie privée et à tous vos collaborateurs, chose qui ne reflète pas la déontologie syndicale. Monsieur le directeur général, vous sachant humaniste et que vous ne resterez pas insensible à notre présentation d'excuses, comme un bon père de famille, le syndicat sollicite votre magnanimité pour nos deux collègues incarcérés à la prison centrale de Gobusque. En espérant que nos préoccupations trouveront votre assentiment, nous vous réitérons une fois de plus nos sincères excuses. En bon manager, le directeur général, accompagné de ses collaborateurs immédiats, a saisi cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux agents. La KESTAB est une institution qui a été mise à nos dispositions par les autorités de l'État pour la gérer, pour la redynamiser. Mais je ne peux qu'attendre de vous quoi? Des suggestions, des remarques, pour que nous puissions faire avancer les choses. Pour l'heure, pour mes collaborateurs également, qui ont été salis dans ce tract, en leur nom, je peux vous dire, M. Ngo, Mme Pissa et tous les autres qui ont été cités nommément, nous acceptons nos excuses. Et comme on dit, le linge sale se lave en famille, je crois que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et je crois que vous-même, vous l'avez dit dans votre speech,
qui va partir sur une nouvelle base, constructive. C'est ici un nouveau départ qui devrait contribuer au rayonnement de la Kestab et partant de l'économie nationale. Vivement que la sérénité totale revienne à la Kestab, point important du plan stratégique Gabon émergent. Et puis au lendemain de la tenue des assises sociales à Libreville, présidées par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le FNAS, le Front national d'aide et de solidarité, vient de tenir son conseil d'administration. Au menu, le plan d'action et le budget 2014. Le compte rendu, Njeri Mbogo Bivigo, Pierre Claverella. Les fortes décisions prises au terme des assises sociales ont amené les responsables du Fonds national d'aide sociale à tenir cette session extraordinaire du conseil d'administration aux fins de cadrer avec les ambitions présidentielles. Pendant 5 heures d'horloge, il était donc de bon aloi que ce conseil d'administration examine et adopte un nouveau plan d'action 2014 et le budget qui va avec. Toutes ces propositions des administrateurs du FNAS seront probablement revues et corrigées par le gouvernement qui est comptable des politiques publiques. Pour aider nos compatriotes, c'est-à-dire aujourd'hui 95 000 foyers économiquement faibles, et la répartition des ressources mises en place par le chef de l'État est une fonction que le gouvernement seul est habilité à exercer. Et vous saurez quelle proportion de ce montant-là sera mise à la disposition du Fonds national d'aide sociale. Donc aujourd'hui, nous avons voté le budget tel que les textes le prévoient. Et je vous disais encore il y a quelques instants que ce budget sera probablement revu à la hausse par les autorités, les plus hautes autorités du pays, probablement cette année, avant la fin du mois de juin. S'il y a une innovation des décisions de ce Conseil, c'est qu'il prévoit 1 milliard de francs CFA d'aide sociale pour les activités génératrices de revenus. À défaut de faire disparaître totalement la pauvreté au Gabon, l'action du FNAS est attendue sur le terrain pour que la solidarité nationale ait un sens et un visage. Nous allons à présent à la zone industrielle d'Unkop pour parler de la construction d'un port à conteneurs. Cette infrastructure va réellement booster cette zone telle voulue par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il faut tout de même reconnaître que les travaux du quai ont suffisamment avancé, comme nous le rapporte ici Jean-Raoul Mbadinga Wabadiga et Miguel Ongoko. L'ouvrage sera un des maillons forts de l'ambitieux programme sur lequel repose cette zone industrielle voulue par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et l'opérateur économique. La structure est appelée à recevoir des conteneurs acheminés ici par des remorqueurs. Le chantier, dont les travaux sont exécutés par EGCA Construction, avance dans le sens souhaité par toutes les parties. Pour ce, l'entreprise a mis du sien en termes de matériel pour tenir le délai. Nous nous trouvons dans la zone Nkok qui se trouve à 27 km de Libreville. Nous réalisons actuellement un port. Comme vous voyez derrière moi, c'est un quai de 230 mètres de long qui donne sur la rivière pour accueillir des barges de 1000 tonnes. Nous sommes en phase actuellement de terrassement. Les travaux ont débuté au mois de mai 2013 et normalement devraient se terminer vers le courant de l'année 2014. Pour réaliser cet ouvrage, nous avons besoin d'engins de travaux publics, à savoir des pelles, des compacteurs, des dumpers, des bulles. Et nous nous trouvons actuellement avec une cinquantaine de personnes, qui va des aides jusqu'à des ingénieurs, des topographes. Un quai. Nous avons besoin d'un rideau de pales planches qui sont soutenus par des ancrages et coiffés par du béton. Et au-dessus, nous mettons une plateforme de roulement. À travers la construction de ce port, le chef de l'État démontre une nouvelle fois la place réservée au secteur commercial au cœur de son ambitieux programme de société, à l'intérieur duquel la construction de grosses infrastructures soutenant le développement voulu par les Gabonais est exécuté et mise en musique avec la tête et le cœur.
Parlons à présent des experts de la zone CEMAC dans le domaine des industries extractives qui tiennent depuis quelques jours une réunion de formation dans notre capitale. Cette formation est initiée par la commission de la CEMAC en partenariat avec les partenaires au développement dans le domaine des industries extractives. Détails et explications dans ce reportage de Paul Insiaki et Chrislem Maïna. Au cours de ces assises de Libreville, les différents experts dans les domaines des industries extractives de l'espace CEMAC vont approfondir leurs connaissances sur les retombées économiques des industries extractives, notamment sur les risques et les opportunités qu'elles représentent d'un point de vue global. Une appropriation qui permettra en définitive, lors de cette seconde rencontre du genre après celle du Cameroun, de mettre en avant les mesures de gestion efficiente des rentes à la faveur d'un développement durable des pays membres de la CEMAC. Nous faisons cette formation également en rapport, en nous rapprochant également de ce qui se fait à l'étranger, notamment en Allemagne. Qu'est-ce qui est à l'origine des échecs d'exploitation ou bien de certaines maladresses qui ont été commises dans cette exploitation, dans ces pays. Nous essayons pour que ce soit pour nos ressources, celles qui ont commencé à être exploitées ou bien celles qui seront exploitées dans les prochains à venir. L'élaboration des politiques minières étant l'un des objectifs premiers de cette rencontre, cette formation, organisée par la commission de la CEMAC à travers le projet Programme de renforcement de la gouvernance des matières premières en Afrique centrale, est une des clés qui va redynamiser le secteur en zone CEMAC. Le plan détaillé du développement agricole pour une sécurité alimentaire de l'Afrique centrale. Le thème a été débattu entre les experts de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Banque mondiale, comme nous le rapporte ici Jerry Bougou-Bivikou et Pierre Claverella. Suivant les instructions de l'Union africaine qui a proclamé 2014 l'année de l'agriculture et la sécurité alimentaire, la CEAC et la Banque mondiale s'associent pour un objectif bien précis. L'union qui est l'objet de notre rencontre ce jour, ça concerne la supervision du programme conjoint de mise en œuvre du PDDA avec l'appui de la Banque mondiale, parce que il vous souviendra qu'en 2003, nos chefs d'État avaient pris un engagement à Maputo en adoptant le programme détaillé pour le développement de l'agriculture, qui est un cadre que l'Afrique a mis en place pour faire de l'agriculture le moteur de l'économie. L'apport de la Banque mondiale dans ce plan détaillé de développement agricole est considérable. Il s'agit à travers ce fonds subsidiaire d'aider au lancement du processus PDDA, Programme de développement détaillé de l'agriculture en Afrique, donc du processus qui va définir ses politiques, définir ses programmes d'investissement en Afrique centrale et ensuite d'aider au financement de ces programmes d'investissement prioritaires. Malgré les 10% du budget que chaque pays devrait accorder à l'agriculture, fort est de constater que les 10 pays de la CEAC ont des terres fertiles mais connaissent souvent une insécurité alimentaire. Gageons que cette rencontre n'est pas une de plus. Le Salon international de l'agriculture de Meknes au Maroc, 9e édition, vient de prendre fin. Le secrétaire général de l'agriculture qui a effectué le déplacement, Sylvestre Makanga, revient sur les attentes de notre pays en rapport avec cet événement. Nous l'écoutons, il est au micro de Félix Modibangoyi et Rodrigue Tessamwanga. Les attentes du ministère de l'Agriculture résident sur la concrétisation des contrat de partenariat, de convention que la partie gabonaise a bien voulu signer avec la partie marocaine au mois de mars dernier lors du voyage de son auguste souverain, donc Sa Majesté le roi du Maroc, avec le président de la République lors du forum économique à Libreville. 24 contrats ont été signés dans tous les secteurs de l'économie du Gabon, mais ce qui concerne l'agriculture, il y a 4 contrats, conventions je vais dire, qui ont été signés. Et ces 4 concernent un accord cadre général, dans lequel s'imbriquent des autres sous-contrats, j'appelle les protocoles d'accord, pour le développement du secteur de l'agriculture rurale, le développement de l'agence gabonaise de développement, l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire, donc la GAZA, et enfin l'Office national de développement rural. Bien, alors
Nous sommes ici justement pour concrétiser ces contrats avec nos partenaires du SQUIAP futur qui nous reste donc à franchir, à savoir la mise en place des équipes techniques, des équipes de projet pour conduire ces projets, des équipes institutionnelles au niveau donc du ministère de l'Agriculture et enfin des plans d'action, donc des plans d'activité, des chronogrammes et des calendriers. Le contact est noué cette fois-ci. Nos partenaires marocains vont venir au Gabon pour finaliser donc ces contrats avec le Gabon. Les attentes du ministère de l'Agriculture, non, nous attendons plutôt que ce soit les opérateurs à la fois gabonais et les opérateurs extérieurs que nous sommes venus raconter ici, qui viennent s'installer au Gabon pour nous aider à booster le secteur agricole en termes de développement réel qui puisse contribuer au produit intérieur brut de notre pays. Le plan stratégique Gabon émergent consacre une place de choix au secteur agricole. À l'horizon 2025, il s'agit de passer de la fourche à la fourchette. On n'y est pas encore, mais l'espoir est de mise. Ici à Meknes, Rodrigue Tessamanga et Félix Moudi-Mangoï. Retour au Gabon, nous allons là dans le département de la Lekoni-Lekori à Akieni. Là-bas, ce sont les responsables politiques de ces départements qui ont volé au secours du lycée Piti avec un important don d'ordinateurs. Ce que nous rapporte ici notre envoyé spécial Ahmed Mouyaka. C'est une promesse tenue par le membre du bureau politique Ali Akbar Onangayobege et les cadres du département de Lekoni-Lekori. De la parole à l'acte, cette nouvelle salle multimédia du lycée Toussaint Piti d'Akieni est désormais équipée de 20 postes d'ordinateurs gracieusement offerts aux élèves de cet établissement. Un acte qui vise surtout à créer les conditions propices pour l'amélioration des résultats des élèves de ce lycée. Si vous manquez les ordinateurs pour bien travailler, et que maintenant vous les avez, et quand vous mettrez à l'internet, ça vous permettra de pouvoir aller faire vos recherches et trouver les informations que les profs vous demandent, qu'à partir de cet instant, les prochains résultats seront bons. Vous nous promettez? Sûr? Sûr. Juste en seconde, j'ai besoin d'être informé. Bon, parce qu'on donne aussi le devoir à faire à la maison, on n'a pas d'informations. Il faut les ordinateurs pour bien améliorer nos connaissances. Ça va nous aider en devoir de recherche. Et on remercie beaucoup M. Onanga qui a envoyé les ordinateurs, que ça va beaucoup nous aider pour notre programme. Merci à M. le professeur Ali Onanga et j'espère que ça va toujours améliorer tous les jours. Ça va directement aussi au cœur des enseignants et du personnel administratif et encadré que nous sommes. De plus, il y a également ce foyer aménagé pour ces élèves afin de permettre à ces derniers de rester au sein de l'établissement aux heures de permanence au lieu de flâner à travers la ville. Nos aînés ont toujours fait la fierté de cet établissement-là par la qualité des résultats, si bien, tant bien au BPC qu'au bac. Alors, ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, il ne faut pas que vous vous écartiez de ce chemin qui a toujours été tracé, qui est celui de la qualité. Tout est là, la balle est dans votre camp. Dans la foulée, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Ali Akbar Onangayobege, accompagné du ministre Magloire Ngambia, a sillonné l'ensemble des villages, groupements de villages du département de Lekoni-Lekori, y compris les 9 quartiers que compte la commune d'Akieni. Fidèle aux engagements pris lors des locales de décembre dernier, le membre du bureau politique est venu remercier les populations. Une démarche qui s'inscrit dans un esprit de partage et de raffermissement des liens. Toujours à l'écoute des préoccupations des populations et plus proche de ces derniers, Ali Akbar Onangayobege veut surtout garder allumée la flamme de la fidélité du département au Parti démocratique gabonais. Développer le secteur éducation à travers le plan sectoriel éducation du plan stratégique Gabon émergent du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'est l'objectif de l'école internationale Ruban Vert, l'école Ruban Vert que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Lolita Obono et John Michel Baudéan. La visite guidée, ponctuée par un échange avec la presse, a permis aux journalistes de mieux découvrir cette nouvelle structure qui sera opérationnelle la rentrée scolaire 2014-2015. Une école internationale ouverte depuis un an sur son site provisoire du Haut-de-Guégué et qui sera donc bientôt dans ses nouvelles installations. L'école a été organisée autour en fait, de 3 grandes structures. Bon, la première structure, c'est
c'est tous les bâtiments donc, du secondaire. Ensuite, on a une autre structure qui est tous les bâtiments du primaire. Et ensuite, on a une troisième structure qui est donc l'école maternelle à proprement dite. Donc, on a une vingtaine de salles de classe ici sur le lycée, de classe simple, plus 5 laboratoires. Des laboratoires de chimie, des laboratoires de physique. Donc, le site est sur 9 hectares. Quasiment 9 hectares et une fois on a un gymnase qui va venir aussi en partie haute qui est en cours de fabrication. On espère que les structures seront installées pour la rentrée des classes. Au cours de la conférence de presse, le directeur général a dit l'intérêt de cette école internationale qui vient apporter une réponse aux besoins d'éducation de qualité dans notre région. Le projet Ruban Vert est un projet qui s'inscrit dans la durée, dans la continuité, qui s'adresse avant tout au Gabon et aux Gabonais, et qui vise à offrir une possibilité supplémentaire d'éducation internationale, bilingue, et dont l'ambition est l'excellence et qui va ouvrir les portes d'un avenir international, différent, créatif et fructueux pour les Gabonais. Destiné aux élèves de 3 à 18 ans, de la maternelle à la terminale avec l'anglais comme langue d'enseignement principale, l'école Ruban Vert ouvre ses portes aux élèves gabonais avec des bourses aux plus méritants sur le plan scolaire et personnel dans l'objectif de les préparer à la citoyenneté mondiale avec un accent sur la compréhension interculturelle et la participation aux questions internationales. Les programmes au sein de Ruban Vert répondent aux dimensions internationales, sinon les mêmes dispensés dans les écoles les plus réputées du monde, d'une part, et d'autre part pour développer les compétences et connaissances de haut niveau pour s'arrimer aux standards des meilleures universités et grandes écoles internationales. Il faut dire que cette école vient à point nommé au moment où les plus hautes autorités de la République, en telle desquelles le chef de l'État accorde un intérêt particulier aux questions d'éducation et de formation dans notre pays, aujourd'hui engagé dans la voie de l'émergence et où le besoin en cadre bien formé se fait sentir pour atteindre ses objectifs de développement tout azimut. Voilà, vous avez aperçu sur les images de John Michel Boudéan, M. Jean-Luc Opois qui s'est précipité. Il vient d'arriver sur notre plateau. M. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, le directeur général de l'école Ruban Vert, en quelques mots, par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut retenir en plus de la particularité de cet établissement? Donc l'école Ruban Vert, comme il a été dit, donc, est un outil au service du Gabon et des Gabonais. Et donc permet de développer une éducation internationale bilingue où l'excellence est le maître mot. Suivi personnalisé des élèves, activités extrascolaires et ouverture sur le monde à travers des programmes pédagogiques internationaux sont nos maîtres mots. En français facile, on dit qu'on ne parlera que l'anglais à l'école Ruban Vert. Alors la langue d'enseignement sera bien entendu l'anglais, mais nous avons une section bilingue afin de développer ce bilinguisme français-anglais. Alors situation géographique et peut-être aussi la nouvelle rentrée. Oui, alors donc l'école est située à Batterie 4, donc sur un magnifique campus de 7 hectares, ultra moderne, et la rentrée 2014-2015 aura lieu le 27 août. Alors on a vu le chef de projet, on vous voit peut-être nous dire un peu les conditions d'accès à cet établissement. Alors nous sommes une école qui vise l'excellence académique, donc nous sommes sélectifs, nous avons des épreuves de sélection et d'évaluation qui sont, lorsque les élèves font partie des petites classes, plus un diagnostic pour nous permettre de savoir exactement où se situe l'élève et nous permettre de le guider le mieux possible dans son apprentissage. Alors, je veux mettre mon enfant en Ruban Vert. Vous suivez l'élève avec tout ce que vous avez dit. Comment vous l'accompagnez à la fin, par exemple, du cursus au niveau de l'école Ruban Vert? Alors, notre programme étendard qui s'appelle IB, Baccalauréat International, est un programme reconnu dans plus de 174 pays de par le monde. C'est un programme qui est l'équivalent des diplômes nationaux dans tous ces pays et qui permet l'accès aux meilleures universités anglo-saxonnes, européennes et asiatique. L'accompagnement se fera de deux manières. Un, faire en sorte que l'élève réussisse le mieux possible et les meilleures notes possibles pour accéder à ces universités. Deux, le guider dans un schéma de bourses qui sont très nombreuses au niveau universitaire et pour lesquelles nous ferons tout notre possible afin de trouver quelque chose qui convient parfaitement à l'élève et à sa famille.
Merci Opoa, merci. Voilà, c'était Jean-Luc Opoa, directeur général de Ruban Vert, cette nouvelle école que vous venez de découvrir sur votre petit écran. À la fin du journal avec ce tournoi portuaire, il s'agit donc de l'initiative d'une ONG 2050, Vision 2050, qui a donc organisé un tournoi pour permettre aux entreprises de faire la promotion du sport dans leur structure. C'est ce que nous rapporte ici Cabrel Guillain Lemami. Pour amener le développement du sport au sein des entreprises, que l'ONG Vision 2050 s'engage depuis 4 ans à organiser de manière régulière des événements sportifs sur le territoire national. Pour cette édition, il s'est agi d'associer les directeurs administratifs ou encore des ressources humaines de chaque entreprise afin de mieux connaître leur personnel. Monsieur le Président, chers sportifs, mesdames et messieurs, c'est pour moi l'occasion de remercier sincèrement les dirigeants de l'ONG 2050 pour le choix qu'ils ont porté sur notre ville pour abriter cette manifestation. Aussi, se sentant fiers et honorés par ce choix, les populations vendoises par ma voix leur expriment-elles leur profonde gratitude. L'ONG Vision 2050, qui a pour slogan diversité, unité, persévérance, a le plaisir de vous recevoir dans ce stade du FC 105, revêtu à l'occasion du lancement de la première édition de la Coupe portuaire. En effet, cette structure, reconnue d'utilité publique il y a déjà 4 ans, organise de manière régulière des événements sportifs sur le territoire national. Et la plus récente est le Challenge du Grand Nord, baptisé Trophée Marc Bongo Ondimba, remporté en août dernier par les frères et dames de la commune d'Oyem. Cette première édition de la Coupe voit la participation de 6 équipes, dont 2 poules de 3. Pour le match d'ouverture, ce sont les équipes Jetma et Cetrac qui se sont affrontées avec un score final de 1 but partout. Au sortir de ce match, ce que nous pouvons tous retenir, c'est que ça a été un match plaisant. L'équipe de Cetrac a eu la première mi-temps. Nous avons contrôlé toute la seconde mi-temps, tout simplement parce que nous avons appliqué un jeu offensif, technique et précis. Alors, je dirais tout simplement qu'on a fait un match nul, mais match nul, ce match qui aurait pu tourner à notre avantage, mais malheureusement, nous avons trouvé aussi en face une équipe de Cetrac qui a pu bien manœuvrer son adversaire. Une première édition qui se tient depuis le 26 avril et ce jusqu'au 24 mai prochain. Les 4 autres équipes en liste pour cette coupe portuaire sont les équipes Comilog, Petrogabon, Sokoba et Oprague. Soulignons que ce tournoi se déroulera sous le signe du fair play pour renouer à nouveau avec l'esprit du sport des entreprises. Pour la fin, en prélude au préparatif des festivités marquant le 54e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale, le secrétaire permanent et président du comité national des fêtes de l'indépendance invite tous les présidents des sous-comités désignés par leur chef de département ministériel en application d'un décret portant réorganisation de la commission nationale des fêtes de l'indépendance. Les invite donc à une réunion de prise de contact le mardi 13 mai 2014 à 9h30 au siège du secrétariat permanent de Gabon Indépendance, 6 au bas de Guégué. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. M'ont accompagné Louis Bestar Lenyongo, Guy Cabrel Lemami, Paulin Sakisaki, à la réalisation le célébrissime Nestor Ekomier. Je vous dis à demain 20h, Inch'Allah.